Aujourd'hui, on va parler d'une théorie assez fondamentale en psychologie sociale, une théorie qui a eu le vent en poupe, qui a été à la mode pendant un certain temps, qu'on appelle le nudge. Le nudge, qu'est-ce que c'est? Le nudge en français, c'est le coup de pouce, c'est le petit truc qui va te faire changer le comportement sans que tu t'en aperçoives. C'est ce qui a permis à Richard Thaler de devenir immensément riche en utilisant des nudges dans l'économie, et ça a d'ailleurs permis la création, si on peut appeler ça comme ça, d'une discipline scientifique, si aussi on peut appeler ça comme ça, qu'on appelle l'économie comportementale. On a d'ailleurs des psychologues sociaux qui se sont amusés à faire une petite blague qui ne fera rire qu'eux, et du coup moi ça me fait rire, et qui disait quelle est la différence entre un économiste comportemental et un psychologue social, 1 0 de plus sur la fiche de paye. Voilà, c'était drôle. Alors revenons à nos moutons, qu'est-ce que c'est que le nudge de manière claire et bien définie? Le nudge, c'est un petit changement d'architecture motivationnelle du choix sans impact financier. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est un truc dans l'environnement qui n'est pas de l'argent et qui devrait te faire changer de comportement. En gros. Un exemple qui est toujours donné dans tous les livres, dans toutes les présentations de nudge, c'est ce petit sticker qu'on met dans les urinoirs pour hommes dans les aéroports et qui permet aux hommes de viser le petit sticker et donc de ne pas mettre du pipi partout. Ça, c'est l'idée de base, c'est la petite histoire qu'on aime bien raconter. Mais en réalité, il y a plein de nudges différents qui existent. Par exemple, quand on met des petits stickers un peu drôles sur des boîtes de tabac pour pouvoir faire en sorte que les personnes mettent plus leur mégot de cigarette dans ces boîtes plutôt que par terre, c'est des nudges. Quand on a des petits stickers au sol dans les trains de la RATP ou de la SNCF qui permet aux personnes de savoir là je dois me mettre, là je dois pas me mettre, et pour fluidifier le trafic, c'est aussi des nudges. Il y a vraiment plein de nudges partout autour de nous et on s'en rend pas forcément compte. Et donc moi, dans certaines vidéos, je parlais des nudges un petit peu de manière négative, en m'en moquant un petit peu, parce que il y a deux choses en science qui sont importantes. Le premier, c'est est-ce que l'effet qu'on a trouvé est significatif? Et le deuxième, c'est est-ce que l'effet qu'on a trouvé est visible? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un effet important entre les deux groupes qu'on a testés? Si l'effet est significatif, mais peu important, bah, à quoi ça sert d'en parler? Au contraire, si un effet est très important mais peu significatif, c'est important d'en parler pour essayer de comprendre pourquoi il n'est pas significatif. Donc pour moi, c'est beaucoup plus important d'avoir la taille d'effet, de savoir si l'effet est visible à l'œil nu ou pas, que d'avoir un effet qui est significatif ou pas. La p-valeur, ça se trafique très facilement, une taille d'effet, ça se trafique beaucoup moins facilement. Et le principe même des nudges, c'est la définition même des nudges, c'est on va faire un petit changement qui va provoquer une petite taille d'effet. Donc forcément, c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas vraiment parce que y a beaucoup de choses à voir avant. Il faut vraiment être sûr de pourquoi les gens font leur comportement avant de pouvoir dire on va faire un petit changement qui va changer un petit peu leur comportement. Vous voyez ce que je veux dire? Et si je vous parle de ça, c'est parce que justement, l'étude qui nous intéresse aujourd'hui parle exactement de ça, de ce problème de taille d'effet dans les nudges. Depuis l'arrivée des nudges, depuis les fondements de Richard Thaler, on a eu ce qu'on appelle des nudge units qui se sont créés. Ces nudge units, en fait, ce sont des laboratoires qui travaillent spécifiquement sur les nudges. On en a aux États-Unis, on en a en Angleterre, on en a dans tous ces pays qui pensent que, on n'est pas obligé de demander aux gens leur permission pour changer leur comportement. On va le faire en douceur parce qu'on sait mieux que eux ce qui est bon pour eux. En France, on n'a pas fait ce choix. En France, on a fait le choix d'avoir une nation apprenante. Évidemment, c'est beaucoup mieux. Alors, quel est le mieux entre changer le comportement des gens sans leur en parler et dire aux gens qu'ils sont stupides et leur apprendre ce qu'il faut changer? Je sais pas, c'est à vous de voir. Et ces nudge units, elles vont pouvoir faire deux types d'études. Le premier type d'études qu'elles vont pouvoir faire, c'est en laboratoire. Elles vont prendre des personnes, vont les amener dans leur laboratoire, dans une salle, elles vont faire varier l'environnement et elles vont voir si les personnes qui font la même tâche vont faire les choses un peu différemment en fonction de l'environnement qui est modifié autour d'elles. Le deuxième type d'étude, c'est de le tester en vrai, c'est-à-dire s'il faut coller un sticker pour voir si ça fonctionne, on va coller des stickers en vrai pour voir s'il y a un changement d'attitude, s'il y a des modifications en vrai. Je vous donne certains exemples qui me sont arrivés dans ma vie, c'est par exemple, on va mettre un ballon gonflé à l'hélium qui donc va être en l'air au-dessus d'un cendrier pour voir si les personnes vont, en voyant plus le cendrier, mettre plus leur mégot dans le cendrier. Un autre exemple, c'est on peut mettre une cloche sur des pains dans une cantine pour voir si le fait de devoir en plus soulever la cloche fait que les personnes vont moins utiliser de pain, vont moins consommer de pain parce qu'ils sont flemmards et ils n'ont pas envie de soulever la cloche en plus pour pouvoir prendre leur pain.
En parlant de cette étude, c'est une étude que j'ai moi-même réalisée avec certains de mes collègues pendant mon Master 2, et non seulement ce nudge n'avait pas fonctionné, mais en plus de ça, les personnes avaient pris plus de pain le jour où on avait mis la cloche que le jour où il n'y avait pas de cloche. Donc c'était vraiment un nudge complètement raté. Bref, l'idée de cette recherche, c'était de comparer ces deux types d'études, comparer les études en laboratoire et les études dans la vraie vie. Évidemment, les vraies études sont celles dans la vraie vie. C'est celles où on sait qu'il va y avoir les vrais pourcentages, vu que ça se passe dans la vraie vie. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont testé 126 tests expérimentaux à des tests dans la vraie vie pour comparer si la taille d'effet était semblable. Évidemment, elle n'était pas du tout, vraiment pas du tout. Dans les tests expérimentaux, on avait un impact des nudges de plus de 8% sur le changement de comportement. Et là, on se dit, ah, les nudges, ça marche fondamentalement bien, c'est incroyable. Changer 8%, allez, disons-le, mettons un peu de marketing derrière, presque 10% de changement de comportement, d'amélioration des comportements, parce qu'un changement de comportement par des nudges, c'est forcément une amélioration. D'amélioration du comportement par des nudges, c'est formidable, ça va changer complètement toute la vie des personnes. Et c'est ça qui va nous permettre d'avoir une société beaucoup plus agréable, avec des personnes qui vont faire des comportements beaucoup plus adaptés. En réalité, quand on les compare aux nudges dans la vraie vie, le changement de comportement, l'impact des nudges est de 1,6%, soit presque pas différent de zéro, quoi. C'est-à-dire, est-ce que vraiment les nudges, ça existe? Qu'est-ce qui peut expliquer donc cette différence entre le monde académique qui fait des essais expérimentaux qui ont trouvé des effets des nudges extrêmement importants de plus de 8%, et d'un côté, et de l'autre côté, des unités d'intervention qui permettent de faire des nudges dans le monde réel et qui trouvent un effet de 1,4. Ce qui peut expliquer ça, c'est tout simplement les biais de publication. La plupart des études faites dans le monde expérimental, avec des échantillons contrôlés, etc., se font avec un nombre de personnes ridiculement faible. Et ce nombre de personnes ridiculement faible fait qu'il y a une augmentation, une surreprésentation des effets positifs, des effets forts dans le monde de la recherche académique. Donc on a des biais de publication. Ces biais de publication ils dépendent principalement du nombre de personnes, du nombre de participants dans les expérimentations. Et il dépend aussi du fait qu'on a ce système de file drawer ou de publications qui ont été négatives et donc qui ont été mises à la poubelle ou qui n'ont pas eu pour objectif d'être publiées. Ça, c'est un énorme problème parce que si le monde de la science était bien fait, toutes les recherches seraient publiées, qu'elles soient positives ou négatives, qu'elles soient significatives ou non. Malheureusement, ce n'est pas le cas et on le voit principalement dans les nudges où on a un très grand nombre de recherches qui n'ont pas été significatives et qui n'ont pas été publiées, et ça on peut le montrer grâce à la technique de la méta-analyse. Donc ça, ce sont vraiment les deux gros problèmes qui sont à l'œuvre dans les nudges. Et enfin, ça n'a pas à voir, c'est une autre conclusion, ça n'a pas à voir avec la première conclusion, je suis en train de faire bouger tout autour de moi. Quand on demande à des experts de donner leur avis sur tel nudge, est-ce que tel nudge sera efficace ou pas, et à quel point ces nudges seront efficaces, ces experts disent en moyenne que les nudges seront efficaces à peu près 6%. Ça signifie que les experts, c'est-à-dire les personnes qui travaillent sur les nudges, surestiment de manière très importante l'impact des nudges sur les populations. Et ça, c'est un problème parce que ça va les amener à focaliser leur attention sur les nudges, à garder dans le point de vue que si on veut changer le comportement des personnes, la première chose à faire, c'est d'utiliser des nudges. En réalité, les nudges, ça n'a pas d'impact, ça a un impact extrêmement faible sur les comportements des personnes, tellement faible que au final, il vaut mieux chercher d'autres techniques que des nudges si on veut changer le comportement des personnes. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important, c'est que quand vous avez un expert qui va vous parler des nudges, il faut que vous ayez en tête que cette personne-là a une vision des nudges qui est beaucoup plus importante que la réalité. Voilà, ça c'est vraiment les choses importantes. Donc les nudges, comme je le répète et je le redis très souvent, ça n'a pas d'impact, voire ça a un impact extrêmement faible sur les comportements. Certains nudges, je parle des nudges en règle générale, en réalité il y a 74 nudges qui ont été testés, donc évidemment il y en a qui sont beaucoup plus forts, on va avoir un impact beaucoup plus important que d'autres. J'ai aussi un autre problème, c'est qu'il y a des nudges qui ont été testés parmi ces nudges qui rentrent dans la catégorie nudge parce qu'on les a rentrés dedans. En réalité, est-ce que c'est vraiment des nudges? Quand on dit aux personnes, par exemple à la RATP, quand on veut rentrer dans un métro et qu'on a des bandes et qu'on dit restez derrière les bandes, est-ce que c'est un nudge? Certains disent que oui, en réalité non, parce que à partir du moment où il y a écrit une règle, même si c'est une norme, c'est pas une règle pénale, légale,
ça reste une règle, donc c'est plus un nudge à partir du moment où c'est explicite. Sauf que des personnes vont les considérer comme des nudges. Évidemment, ces nudges-là vont avoir un impact beaucoup plus fort que d'autres nudges, et donc ça fait en sorte de brouiller les pistes et de remettre dans une même catégorie des choses qui fondamentalement sont différentes. Donc même ça surestime l'impact des nudges qui en plus devrait être plus faible si on avait une définition plus rigoriste du nudge. Voilà, je suis assez sceptique comme vous le voyez sur les nudges, mais l'idée est quand même la suivante, les nudges c'est pas très efficace, et les personnes qui vous parlent des nudges ont une vision complètement surestimée de ce qu'est un nudge, et si on veut faire des tests propres sur les nudges, il faut avoir des centaines de milliers, voire des millions de participants pour le tester, sinon on ne peut pas être capable de savoir quelle est la vraie taille d'effet de ce nudge. Voilà, je vous remercie énormément d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça permet à la chaîne de gagner énormément de visibilité. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à la partager, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur l'actualité de la psychologie sociale. A bientôt.